Alors, même si c'est de façon prétentieuse, je dirais oui. Je dirais oui parce que si toutes les mesures étaient prises, du moins si la maladie était considérée au même titre que toutes les autres, dans le sens de la prise en charge, dans le sens des subventions, oui, le drépanocytaire pourrait vivre comme tout le monde. Alors, c'est une exigence pas évidente, il faut admettre, parce que lorsque je le dis, forcément, ça fait appel au ministère en charge de la santé au Cameroun. Et ce ministère n'a pas que la drépanocytose en charge. Et lorsqu'une maladie est orpheline, ce n'est pas une stigmatisation voulue. Quand on va faire le ratio nombre de personnes présentant telle maladie ou telle autre maladie, le nombre de drépanocytaires est un peu réduit par rapport au reste. Mais à côté, le fait que ce soit une maladie génétique et que la conclusion au final, c'est que les unions incompatibles ne devraient pas avoir lieu, alors on va accorder moins d'importance. Mais si la drépanocytose bénéficiait d'un même niveau de prise en charge, de subvention que d'autres maladies, le paludisme, le VIH-Sida, alors le drépanocytaire n'aurait pas tellement à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que la crise vaso-occlusive survient le plus souvent face à certaines conditions du milieu. Ces conditions sont ceux qui vont priver son organisme d'oxygène. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, une infection. Et on sait que pour prévenir une infection, ça va des mesures prophylactiques et même des mesures thérapeutiques. Il faut par exemple une disponibilité d'antibiotiques pour les patients drépanocytaires. En cas d'infection, il doit être pris en charge immédiatement. Et le fait que les antibiotiques ne doivent pas être pris au hasard, on ne peut pas laisser la charge au drépanocytaire d'abord d'aller vérifier s'il a une infection et ensuite d'aller prendre lui-même ce médicament. Non. Par contre, le fait que le pli ne soit pas toujours à portée de main, voilà. D'un côté, on doit combattre l'automédication, et de l'autre, pour qu'il suive dans la thérapie normale, on devrait libérer, donner accès, subventionner le prix de certains médicaments pour lui. Là, c'est pour le cas des infections. Maintenant, ils ont besoin par exemple d'acide folique qui aide à stimuler la production des globules rouges, des cellules sanguines, parce que le fait qu'ils fassent la crise, le nombre de globules rouges est considérablement bas et il faut donc stimuler de temps en temps la production et bien entendu en accompagnant avec l'alimentation. Voilà. Et il n'y a pas un prix classique par exemple pour un drépanocytaire. Le prix est le même chez tout le monde. Donc s'il y avait une mesure d'accompagnement dans ce sens-là où l'acide folique serait à la disposition du drépanocytaire de façon régulière, à moindre coût ou même gratuitement, voilà, ça pouvait aider. Et à côté, il y a d'autres formes médicamenteuses. Là, j'ai parlé des médicaments conventionnels au Cameroun. Voilà. Maintenant, si on sort du cadre de ce cadre-là, il y a plusieurs astuces. C'est-à-dire, on doit des campagnes de sensibilisation. Certes, il y en a, mais ce qu'on constate malheureusement, c'est que plusieurs attendent la période de juin, le 19 juin, consacrée à la journée de lutte contre la drépanocytose. C'est là où on va sortir, peut-être la semaine là, les 2 ou 4 jours avant. On va faire une campagne, une marche, et puis le reste de l'année, très peu sont les organismes qui continuent de faire. Donc la sensibilisation devrait continuer, être permanente. Parce que, comme on dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Si on réussissait à mener le drépanocytaire, donc à respecter un certain nombre de consignes diététiques, vestimentaires, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je ne dois pas manger, qu'est-ce que je dois porter, comment je dois le porter, à quelle heure je dois être dehors, quels sont les signes premiers qui doivent m'amener à aller consulter pour éviter l'aggravation, la survenue d'une crise, et ainsi de suite. Ces mesures-là, si elles étaient mises en place de façon stable et permanente, le drépanocytaire vivrait comme tout le monde. Venons juste au niveau de l'alimentation, s'il vous plaît, docteur. Alors, lorsqu'on parle d'aliments conseillés, je ne vais pas citer, par exemple, en disant peut-être riz, banane, manioc, non, mais c'est par rapport à la composition. Voilà, il y a par exemple des aliments qui sont riches en fer, pour certains qui peuvent être dangereux pour eux. Dangereux dans la mesure où ce n'est pas une forme d'anémie comme toutes les autres où le patient a exclusivement besoin de fer. Le fer, c'est un métal, il est lourd. Et lorsqu'il a en grande quantité, il a l'effet chélateur, comme on l'appelle. Donc, il va alourdir les hématies qui déjà sont fragiles, ils vont plomber, ils vont tomber, ainsi de suite. Ça augmente le risque d'hémorragie.
Donc, il y a des aliments qui sont connus aujourd'hui de par leur richesse en fer comme pouvant faciliter la survenue d'une crise. Ça, c'est vrai. Et pour ce qui est des aliments qui n'ont pas d'éléments contraignants, maintenant, la qualité. Par exemple, il y a des aliments qui doivent consommer tiède. Déjà, ils doivent éviter de consommer très chaud. Éviter de consommer froid. Et éviter de consommer, par exemple, ce qui présente un risque de contamination. Donc, si on fait un mets aujourd'hui et qui doit être consommé demain, il doit être bien conservé pour qu'un drépanocytaire le consomme. À défaut, demain, ce n'est plus son repas. Ça ne doit plus être son repas. Donc, ce sont ces petits conseils diététiques. Parce que si on vient, on va par exemple dire la viande rouge, il ne faut pas, mais ça crée beaucoup de barrières. Le parent ou le proche n'a pas toujours ces moyens-là. Mais avec un minimum, voilà ce qu'il doit limiter, voilà ce qu'il peut facilement consommer. Mais dans ce qu'il peut facilement consommer, voilà comment il doit le consommer. C'est surtout là où il faut insister. Voilà. Donc, ce sont ces petits détails-là qui, lorsqu'ils sont mis de côté, ou alors lorsqu'on a pris en considération comme tout le monde, je peux manger ça réchauffé, je peux manger ce qui était sur le point de se gâter, je peux consommer glacé ou très chaud. Là, ça augmente le risque de survenue d'une crise. On continue toujours sur la prise en charge avec cette question. Quel rôle joue le dépistage précoce de la drépanocytose? Alors, le dépistage précoce est très utile. Très utile parce que très tôt commence la prise en charge de l'enfant. Mieux l'enfant est épargné des crises. Le plus souvent, ce sont des signes ou des complications médicales qui conduisent le parent à amener l'enfant à l'hôpital pour qu'on constate que l'enfant peut être drépanocytaire. Or, ces signes cliniques qui ont permis d'identifier cette maladie ou de soupçonner la maladie au départ avant de demander un examen montrent que les crises avaient déjà commencé. Et lorsque les crises vaso-occlusives ont commencé, l'enfant est déjà dans un stade où parfois la prise en charge peut être beaucoup plus compliquée. Or, si la maladie est dépistée avant même qu'il ne présente les signes, on prend des mesures appropriées très rapidement. C'est-à-dire, c'est un enfant à qui on sait déjà qu'il faut éviter une infection. C'est un enfant à qui on sait qu'on doit contrôler, par exemple, le sang par la libération sanguine de façon régulière, de telle sorte qu'à la moindre diminution du taux d'hémoglobine, on prend des mesures appropriées. Voilà. Donc, lorsqu'on a identifié la maladie très tôt, la prise en charge aussi va commencer rapidement et les 6 premières années seront déterminantes. Ou lorsqu'on a accompagné l'enfant pendant au moins ces 6 ans de prise en charge jusqu'à ce qu'il traverse le stade des dactylites, les crises qui se manifestent par des gonflements. Là, il entre maintenant dans une phase où déjà, ce qui est plus facile d'observer chez lui, ce sont les syndromes thoraciques, mais ça vient pas aussi de façon évidente que le dactylite. En 2026. En 2026, il y en a, malheureusement, il y en a encore. Et cette stigmatisation, elle a beaucoup de conséquences qu'on le pense. Parce que cette petite expérience et les 4 années au sein de l'organisation Repaiement, j'ai pu constater que le drépanocytaire, s'il faut l'appeler ainsi, comme si c'était un groupe de personnes, on va l'accuser d'être têtu. On va l'accuser d'être téméraire, c'est-à-dire c'est le genre de patient qui, lorsqu'il croit peut-être à un concept, je vais prendre n'importe quel, on lui a dit ceci peut te soigner, ça peut être traditionnel, ça peut être moderne, pour qu'il enlève ça de sa tête, c'est un problème. Mais la vérité, c'est que ce comportement qui est vrai leur concernant n'est qu'une réaction par rapport à ce que la société fait. Il y a très peu de drépanocytaires qui peuvent s'ouvrir et vous dire je suis drépanocytaire. Nous sommes là, ils sont là. Lorsque vous organisez une cérémonie, vous convoquez les drépanocytaires et vous convoquez toute autre personne, ils seront peut-être les premiers à ne pas venir. Parce que sur place, ils sentent cette frustration, le regard de la société sur eux. Ce qui fait qu'il leur est plus facile de s'associer entre eux.
il leur est plus facile de communiquer entre eux, mais sortir de ce cadre-là, c'est la méfiance qui s'installe. Et je dis encore, cette méfiance est le reflet, la réaction du comportement que la société leur a réservé. Depuis la naissance, parfois pour certains, on accuse d'être enfants sorciers, et ainsi de suite. Donc, ils vont donc se regrouper entre enfants sorciers. Quand ils font des crises que seuls eux peuvent comprendre, pour en parler, ils savent que seuls ceux qui peuvent comprendre ces crises sont vivent ces crises comme eux sont mieux placés pour comprendre ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Voilà. Et c'est cette barrière-là qu'il faut briser. Et comment y arriver? Alors, pour y arriver, il faut déjà amener les populations à savoir que la drépanocytose, c'est une maladie qui existe, elle est réelle, et elle est transmise de parents aux enfants. Donc, un enfant drépanocytaire n'est pas coupable. S'il faut chercher, entre guillemets, un coupable, ce sont les parents. Voilà. Donc, ce n'est qu'une victime, ça c'est vrai. Et donc, il faudrait, en sensibilisant la population générale, les amener à comprendre que les actes de frustration, la mauvaise compréhension qu'on réserve aux drépanocytaires fait doublement mal. Non seulement ça ne les aide pas à aller mieux, ça aggrave même leur situation. Donc nous devons revoir la façon dont nous considérons les drépanocytaires dans nos sociétés. Et nous devons cesser d'être des machines à en produire. Parce qu'il ne suffit pas seulement disons, d'avoir pitié, ou du moins, c'est même la pitié là qu'il faut éviter. Il ne suffit pas de se dire, oh, je ne veux plus marginaliser les drépanocytaires. Chacun doit aussi prendre cet engagement de ne plus être un futur parent d'enfants drépanocytaires. Donc, si je ne connais pas mon résultat des examens d'électrophorèse, je dois savoir que je suis une machine prête à être mise en marche pour donner naissance aux enfants. C'est une forme de stigmatisation aussi, ça c'est deux. Et de l'autre côté, aux drépanocytaires, je vais les conseiller d'être un peu plus ouverts. Parce que c'est une course où chacun doit faire un pas vers l'autre. Être un peu plus ouvert dans la mesure où ils doivent communiquer. Ils doivent dire ce qu'ils ressentent. Ils doivent s'exprimer. Par exemple, la conférence qui arrive le 18 juin, la parole sera donnée pour qu'ils puissent présenter ce qu'ils ressentent, leur ressenti sous forme de poème. Tant que ils ne se sont pas exprimés, il sera difficile pour la population générale de voir que cette maladie, bien qu'étant orpheline, elle fait plus mal que des maladies qui sont au même niveau de considération. C'est-à-dire, si on admet par exemple une prévalence, je veux par exemple de 6%, toutes les maladies ayant une prévalence à 6% auront le même niveau de considération par les institutions gouvernementales, ce qui est normal. Pourtant, une priorité devrait être accentuée sur le ressenti du patient. Et c'est à ce niveau qu'ils doivent communiquer. Ils doivent être plus ouverts. Voilà. D'accord.